À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus, mais parfois on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange, superpose et confronte les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Moi c'est Léa, et cette semaine je vous propose qu'on parle de féminité au pluriel, et plus particulièrement de celle qui bouscule l'image qu'on se fait d'une femme. D'ailleurs, ça veut dire quoi être féminine ? Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre ma jeunesse, quoi. Moi, ma pilosité, c'est mon identité. Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler. Pas forcément féminine, et les obligations féminines, on s'en fout. Merde, laissez-moi faire, je suis grande. La ZEP. Ta bulle d'expression. Oui, allô même, ça va ? Oui, ma chérie, et toi ? Oui, je me demandais si je pouvais te poser une question et c'est plus une question sur moi en fait. Ah bah moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais quoi comme question ? Pourquoi tu trouves que je suis féminine ? Pourquoi t'es féminine ? Parce que t'es extrêmement douce, sensible. Tu t'aimes bien valoriser ton apparence, pas tout le temps, même si c'est pas du tout l'essentiel de ta vie. Je dirais que d'un point de vue cérébral, t'es quelqu'un de très froid, très structuré, très réfléchi, t'as un bon esprit d'analyse et tout, et en ça, je dirais que tu peux être aussi bien un homme. Cet appel que j'ai eu avec ma mère, il m'a blessée. Il m'a blessée parce que j'ai pas eu l'impression qu'elle parlait de moi, mais qu'elle décrivait le stéréotype féminin par excellence. Comme si mon explosivité, mon intelligence, ma vulgarité même, pouvaient pas vraiment faire partie de moi parce que c'est pas considéré comme féminin. Comme si je pouvais pas être plusieurs choses à la fois sans qu'on questionne le fait que je sois une femme. Heureusement, il y a plein de femmes qui remettent les normes de genre en question en les transgressant. C'est le cas de Nathalie, qui a décidé de se raser le crâne sur un coup de tête. C'est en baignant dans la culture queer et entourée de femmes inspirantes qu'elle a sauté le pas. La première fois que j'ai rasé mon crâne, c'était en mai 2016. C'est ma coloc qui l'a fait. À ce moment-là, j'avais 23 ans et je vivais à Berlin depuis 1 an et demi. Et depuis 6 mois dans une colocation queer. Jusqu'en 2015, j'étais une étudiante un peu réservée. Je cherchais à m'affirmer, mais timidement. Puis autour de moi, j'avais pas trop de modèles de femmes qui sortaient de l'ordinaire. Par contre, dans mon nouveau chez moi, là, l'exception, c'était devenu la règle. Mes nouvelles colocs, elles étaient complètement différentes de la plupart des femmes que j'avais eu l'habitude de côtoyer de près. Edith, elle avait les côtés et l'arrière de la tête rasés et les cheveux un peu plus longs au sommet. Elle s'épilait pas et elle portait des vêtements de cycliste de toutes les couleurs. Je trouvais ça trop beau. Et Anne-Marie, elle, c'était une femme trans, elle venait d'arriver à Berlin pour commencer son traitement hormonal et elle était en pleine période de chamboulement. C'est Edith qui m'a permis de comprendre qu'une femme qui arborait des attributs communément associés à la masculinité n'était pas masculine pour autant en fait, mais tout aussi féminine qu'une femme qui va laisser pousser ses cheveux ou qui va porter du rouge à lèvres. J'ai pris cette décision finalement de me raser les cheveux de manière un peu impulsive, sans trop me faire de nœuds au cerveau. On m'a plusieurs fois demandé pourquoi j'avais fait ça, et en fait je savais pas trop quoi répondre à cette question. Parce que plus que le pourquoi, c'est les effets que ce changement a eu sur moi qui m'ont semblé dingues. Je me sentais plus rayonnante et puissante avec cette apparence, et comme j'étais mieux dans ma peau, j'avais plus confiance en moi. Je connaissais désormais mon corps dans son intégralité et ça m'a fait dire ouais, ok, en fait, ce corps, je le maîtrise complètement jusqu'à mes cheveux, c'est vraiment le mien, quoi. Le physique d'une femme est critiqué quoi qu'il arrive, mais s'il y a un truc qui dégoûte par-dessus tout, c'est quand même bien les poils. C'est avant tout des signes de maturité sexuelle, mais au final, on n'en parle qu'en termes d'esthétisme. Et évidemment, ce serait beau, mais uniquement chez les mecs. Tess a 16 ans, et ça fait bien longtemps qu'elle s'épile plus. C'est en se rencontrant avec sa meilleure amie qu'elles ont toutes les deux décidé d'assumer leur pilosité. En 4e, j'ai rencontré ma meilleure amie actuelle. Et puis elle était aussi poilue que moi et elle avait les mêmes remarques que moi. Elle était dans le même état que moi. Et puis toutes les deux, ça a fait comme notre force. Et du coup, on a décidé de s'en foutre un peu des avis des autres. Et depuis, on est très bien et on s'épile plus et on laisse nos poils à l'air. Les poils, c'est joli. C'est pas non plus hideux. Et puis en ce moment, il y a souvent les débats des femmes, la féminité, de la pilosité. Justement, celles qui veulent montrer, celles qui veulent pas. Et il y a beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui montrent justement leur pilosité et qui l'assument, qu'elles posent en maillot de bain avec les poils qui dépassent du maillot ou encore sous les bras. Et je trouve ça beau en fait de faire passer ce message-là, ce qui permet, je pense pas qu'à moi, il y a d'autres jeunes filles aussi de s'assumer avec leurs poils. Être féminine, ça passe par le corps, mais ça passe aussi par le langage. Faut parler sans trop s'imposer et surtout sans gros mots. Yasmine parle l'argot comme il est coutume de le faire dans sa cité,
Mais quand les mots sortent de sa bouche à elle, on lui dit qu'elle parle comme un bonhomme. Alors que pour elle, c'est pourtant juste une question d'héritage culturel. Je parle l'argot, je suis une meuf, je viens d'un quartier sensible, entre grosses guillemets, et ouais, on m'a déjà dit que je parlais comme un bonhomme ou que j'avais, je cite, l'accent de la cité. Au début, je le prenais mal parce que pour moi c'était quelque chose de péjoratif. L'accent de la cité, c'est quelque chose qui est mal connoté dans l'imaginaire collectif parce que ça renvoie directement à la représentation qu'on a des banlieues et des quartiers populaires en général. D'ailleurs, j'ai capté que c'est les hommes qui sont souvent les vitrines de nos quartiers, que ce soit pour les réussites ou les échecs. Du coup, quand je m'exprime, je vais automatiquement être assimilée à une certaine masculinité, alors que non, en fait, c'est juste une manière de parler qui est propre au territoire. On va pas aller dire à une fille du Sud qui a l'accent toulousain qu'elle parle comme un bonhomme, par exemple. Aller à l'encontre de ce qui est attendu d'une femme, ça implique aussi, malheureusement, de devoir se confronter au regard des autres. Pour Tess, par exemple, ses poils ont d'abord été un gros complexe à cause des moqueries qu'elle a reçues. Pour moi, je suis une ado comme les autres, mais quand j'étais petite, certains élèves en primaire me faisaient remarquer que j'avais beaucoup de poils au niveau des bras, que j'avais jamais remarqué. Du coup, ça m'a créé un complexe, ils n'arrêtaient pas de m'insulter et de dire que j'étais comme un singe. Ce qui a fait que je demandais à ma mère de m'éclaircir les poils ou de m'épiler, sachant que j'avais que 9 ans. Donc les étés, pour cacher mes poils et pour pas avoir de critiques, je mettais des pulls. Il faisait 30 degrés, j'avais hyper chaud. Et ensuite, on a commencé à m'épiler pendant les grandes vacances. Donc depuis que je suis petite, je m'épile à la cire et c'est pas bien. Je pense que quand on est petit, on n'a pas besoin de se faire bassiner pour des choses comme ça, ridicules. Et puis même si on est encore bébé, on a un corps de bébé et on n'a pas besoin de se faire autant de mal pour des gens comme ça qui nous critiquent sur notre pilosité. On nous fait encore des remarques au lycée, mais on leur répond par qu'est-ce que ça peut te faire ? Enfin, c'est naturel, donc il n'y a pas de honte à avoir des poils. Et ma pilosité, c'est mon identité, c'est moi, donc je vois pas pourquoi je me changerais pour des personnes qui font juste partie d'un petit passage dans ma vie. Du coup, je comprends ma mère sur le point, elle me disait oui, faut pas trop que tu t'épiles quand t'es petite et tout. Et donc je la rejoins parce que maintenant je comprends que c'est inutile et que ça change rien à notre vie en fait d'avoir des poils. C'est d'autant plus difficile de gérer le regard des autres quand on est victime de plusieurs discriminations. Et pour Yasmine, être une femme noire de cité, ça veut dire recevoir les critiques de toutes parts. Quand je vais m'exprimer de manière plus soutenue, je vais avoir droit au fameux « tu fais trop la babtou toi » venant des miens et à l'excellent « tu parles bien pour une noire / meuf de cité » venant des autres. Ce type de discrimination, ça touche tous les sexes, c'est certain. Mais il y a un paramètre misogyne à tout ça qu'on ne peut pas ignorer. Les termes beurette et niafou n'existent pas au masculin, ça en dit déjà beaucoup. En grandissant, j'avais très peu, voire pas de modèle de réussite de femmes de couleur et plus spécifiquement noires à qui me référencer dans les médias en France. Ces dernières années, quand j'ai vu Aya Nakamura grimper dans les charts, je me suis dit « Putain, enfin une meuf noire qui parle l'argot fièrement, qui perce ». Ensuite, j'ai vu comment elle a été traitée médiatiquement, comment elle se faisait lyncher sur les réseaux sociaux par rapport à son physique et à sa manière de parler, et la hype, elle est vite redescendue. J'ai l'impression que les filles de quartier, on est un peu invisibles d'un point de vue sociétal, qu'on nous oublie dans les luttes féministes alors que la misogynie et le sexisme tirent notre veste de tous les côtés aussi. On est sous-représenté, on est discriminé, on peut pas se comporter comme on veut, ni parler comme on veut, parce que tout est sujet à stigmatisation. Le problème, c'est pas qui on est et comment on parle, c'est comment on est perçu et qui décide de ce qui est correct ou pas, et surtout avec quel prisme. Mais parfois, c'est justement en s'affirmant qu'on prend confiance en soi et qu'on arrive à mieux gérer les avis extérieurs. Et c'est le cas de Nathalie. Bon, bien sûr, ça laissait pas tout le monde indifférent. Il y en a qui m'ont abordé pour me dire qu'ils adoraient, d'autres pour me demander si j'avais une maladie dans une station de métro, et certains si j'étais lesbienne. Alors que je leur avais rien demandé et ça les regardait pas en fait. Pour moi, se promener avec le crâne nu, en tant que femme, ça me semblait être un symbole tellement fort d'affirmation d'une féminité différente de celle attendue justement, que la peur du regard des autres, que je pouvais encore avoir à ce moment-là, elle s'est réduite comme peau de chagrin, en accéléré. Au final, ça n'existe pas les garçons manqués. Il y a seulement, comme Nathalie, Tess et Yasmine, des filles réussies. Vous avez écouté Sample, un podcast qui mixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque.